un rendez-vous copro d'actualité, puisqu'on va parler de chauffage et qu'on est en période de chauffe, hein. Donc, vu que là, il fait drôlement froid en ce moment, donc c'est vraiment un sujet qui nous occupe tous. Et puis, on va parler aussi de ventilation, parce que souvent, quand on parle de chauffage, il y a aussi ce volet-là qui rentre en ligne de compte. Et que ça soit le chauffage ou la ventilation, ça consomme de l'énergie. Et donc le sujet, il est aussi de réaliser des économies sur les dépenses de chauffage et la facture énergétique en copropriété, puisque bah, on a une conjoncture qui n'est pas vraiment favorable et on a les prix des énergies qui ont augmenté de façon incroyable. Donc c'est aussi, on verra ensemble, se poser les questions de peut-être changer d'énergie, peut-être de rénover son installation de chauffage, peut-être voir quel est le plus opportun à l'heure actuelle. Et pour ça, j'ai pensé que ça serait intéressant de faire intervenir des sociétés et surtout des experts dans ces domaines, puisque quand vous êtes inscrit, vous nous avez posé beaucoup de questions. Et, euh, et donc j'ai pu me rendre compte quand même de l'intérêt que vous aviez pour ce sujet et surtout de la complexité aussi qu'on pouvait avoir dans certaines copropriétés à trouver des solutions. Donc, alors, nous avons ce soir, donc moi je suis Isabelle Dahan, je suis fondatrice de monimmeuble.com. Je suis aussi journaliste et je suis accompagnée de Gladys Lecomte qui est responsable marketing digital. Et donc elle est là. Elle pourra répondre aussi à des questions que vous avez par rapport à notre média, monimmeuble.com, à nos abonnements. Et elle mettra en ligne aussi un certain nombre de liens au fur et à mesure du déroulement de ce webinaire. Alors, nous avons trois intervenants officiels, puisque bon, on a lancé notre communication sur ce webinaire très en amont, et sont venus nous rejoindre par la suite euh, deux autres professionnels de la société Tribatech, donc qui ne sont pas forcément dans cette présentation, mais bien sûr, tout le monde aura l'occasion de dire un petit mot d'introduction. Alors, donc nous avons Giovanni Monti, qui est président de l'entreprise Fulgoni, Éric Mimouni, qui est directeur technique et commercial de la société Simium, et Benjamin Venier, responsable développement, responsable commercial de la société Prochalor. Alors, je vais aussi vous donner les noms que vous voyez apparaître, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Donc, nous avons aussi Nathalie De Oliveira, qui est responsable commercial Île-de-France de Tribatech, et Philippe Jung, directeur de Tribatech. Voilà, donc, hop, je vais remettre mon zoom. Donc, tout le monde. Alors, je suis pas rentrée dans le détail de présentation de chaque société, mais je vais quand même vous dire un petit mot sur chacun, parce que j'avais noté des petites choses. Donc, voilà. Donc, pour Prochaleur, après, chacun se présentera. Mais pour Prochaleur, il faut savoir que c'est une entreprise qui existe quand même depuis plus de 60 ans, qui est vraiment tournée vers la maîtrise et l'efficacité énergétique. Donc, tout ce qui est exploitation, maintenance de chaufferie collective, contrat de garantie de résultats, une plateforme de management énergétique, un accompagnement sur les contrats d'exploitation. La société Fulgoni, alors donc c'est une équipe de professionnels qui intervient aussi bien sur la climatisation, la ventilation et bien sûr le chauffage dans les copropriétés, mais pas seulement, aussi au niveau des institutions. C'est aussi une société qui existe depuis 1964 et donc pareil, qui développe des activités d'installation, de maintenance, d'entretien dans le cadre de contrats annuels et de rénovation d'équipements de chauffage ou de climatisation dans les immeubles d'habitation et de bureaux. Pour la société Simium, donc c'est une société qui regroupe plusieurs compétences, à la fois des négociants BTP, des experts du financement des CE,
Donc, ils ont mis en place une solution très innovante en matière de travaux de rénovation énergétique financés en tout ou partie par les C2E. Et donc, ils réalisent aussi des diagnostics, des audits énergétiques. Donc, ça nous intéresse. Et puis, pour la société Bribatech, donc c'est un acteur majeur dans le comptage et l'individualisation des frais de chauffage, donc dans les immeubles collectifs. Et donc, c'est une société qui a été fondée, une société assez récente qui a été fondée en 2015, mais qui a déjà plus de 26 000 clients. Donc pour les compteurs d'eau, compteurs de chauffage, tout ce qui est répartition de frais de chauffage pour la pause, en ce qui concerne la pause, la location et les relevés des petits des, pe- des petits appareils. Répartiteur, peut-être? Voilà, bon, je vais y arriver. Ok, donc chacun va dire un petit mot d'introduction et ensuite on va partir directement dans le sujet. Donc ça, le sujet, on a vu. Donc tu peux aller plus loin. Donc tu veux peut-être Gladys juste dire un petit mot rapide parce que bon, on a pris du retard. Mais très rapide. Voilà, Voilà. donc, depuis 22 ans, plus de 10 000 articles en ligne sur le site, plus de 4 000 membres maintenant, et puis des partenaires qui nous rejoignent assez régulièrement, donc maintenant 36 partenaires. Concernant nos offres, on a un abonnement pour les particuliers qui est le Club Ami Plus à 57 € par mois. Et en ce moment, on est en solde jusqu'au 11 février, donc à 47 € pour une année. Pour le Club Ami Pro, voilà, donc également un abonnement pour les professionnels. C'est pas des partenariats, mais c'est un petit abonnement déjà pour rentrer dans notre système. Donc, idem, vous retrouverez les soldes. Je vais vous mettre le lien également pour le Club Ami Pro. Concernant les prochains rendez-vous copro, donc les rendez-vous copro, donc c'est toujours un par mois. Le prochain, ce sera le 21 février sur les équipements de la copropriété. Et ensuite, on en aura un le 21 mars sur la sécurité en copropriété. Ensuite, on aura également les ateliers juridiques et les ateliers compta. Donc là, comme vous le savez maintenant, un atelier juridique un mois sur deux et idem pour l'atelier compta. Donc, le prochain, là, pour le coup, ce sera l'atelier compta, le 9 février. Et ensuite, on aura un atelier juridique le 8 mars. La petite actu du moment, c'est que vous pourrez nous retrouver. Alors, on n'a pas de stand, mais on se baladera dans les allées de l'Unismove, donc à Rennes, qui se tiendra ce jeudi. Voilà, et je vous mettrai également le lien pour les personnes en Bretagne qui veulent venir faire un tour. Voilà. Si vous avez des questions pour les intervenants, vous pouvez les mettre dans le chat directement. Ils pourront vous répondre dans le chat. Sinon, vous pouvez les mettre dans le petit onglet questions et réponses, donc Q&R. Et là, donc, elles vont être stockées et puis les intervenants pourront y répondre au fur et à mesure. Voilà. Si jamais Merci vous souhaitez Gladys. nous contacter, toujours les mêmes numéros. Parfait. Bon, voilà, donc si vous avez des questions, donc vous les posez dans le chat, dans les questions et réponses. On pourra y répondre au fur et à mesure, hein. Donc, je dis aussi à nos intervenants de ce soir qu'il est possible de répondre directement dans le chat, hein, si vous voyez qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez répondre tout de suite. Et puis, il y a peut-être des questions qu'on prendra et qu'on vous posera en direct. Voilà, donc alors petite introduction, un petit mot de chacun quand même, parce que bon, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais c'est pas aussi bien que quand c'est vous qui vous présentez en direct. Donc un petit mot de chacun pour démarrer cette table ronde. Qui Alors commence? qui commence? Bah, celui qui a envie. Bon, moi, je vais commencer puisque Allez. en première position. Donc, je suis accompagné par Patrick Leroux, qui est notre référent chauffage et ventilateur pour tout ce qui est de la partie. Mais je pense qu'il y a des gens qui seront aussi aptes que nous pour tout ce qui est chauffage et climatisation. J'ai vu qu'il y a du bon monde. Mais on pourra éventuellement intervenir si nécessaire sur ce domaine-là. Patrick Leroux. Bon, alors moi, je suis Eric Limouni. Alors, moi, je dirige tout le côté commercial de Simium dans son nouveau contexte qui est de la réhabilitation globale. La réhabilitation globale, bien sûr, il y a le chauffage, il y a la ventilation, mais il y a toute autre chose qui sont les travaux en général, les façades, les fenêtres. Et bon,
bien sûr en commençant par l'audit. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire. Je pense que j'en ai assez dit pour l'instant, et puis je vais laisser parler les autres et se présenter. Parfait, parfait, Eric. Et puis, de toute façon, il y aura des questions, hein, bien sûr, que j'ai préparées. Hein, donc, voilà. Donc, il y aura des questions pour la suite. Alors, c'est peut-être Philippe qui est le suivant dans mon tableau. Volontiers, pas de souci. Donc, effectivement, Philippe Young, société Tribatech. Donc, comme vous l'aviez expliqué, Tribatech, une société spécialisée dans le comptage et l'individualisation des frais de chauffage. Donc, c'est-à-dire, nous installons des compteurs d'eau, compteurs d'énergie thermique ou répartiteurs de frais de chauffage dans les immeubles collectifs et plusieurs, en fonction de la demande, une fois par an, plusieurs fois par an, nous relevons les index et transmettons donc les consommations de chaque logement au syndic ou au conseil syndical. D'accord. On va demander à Nathalie aussi de dire un petit mot, comme ça, au nom de Tribatech. Ah, voilà. Oui, donc en fait, moi, je m'occupe de toute la partie commerciale en Île-de-France. Donc, Philippe a fait une très bonne introduction par rapport à Tribatech. Je vais pas en dire plus. Très bien. Bon, bah, c'est bien, vous êtes complémentaires et comme ça permettra de répondre à toutes les questions qui viendront par Exactement. la suite. Merci, Nathalie. Donc, Benjamin, alors, dans la suite logique. Alors oui, effectivement, bonjour à tous. Merci Isabelle pour cette petite présentation. Alors moi, j'en charge la partie développement commercial du pôle chaufferie collective de Proxiserve, qui a 3 entités. Prochalor et Semcra qui couvre la partie Île-de-France et l'entité thermique de l'Ouest pour la région nantaise. Notre métier est tourné vers l'exploitation des chaufferies collectives secteur de l'habitat résidentiel, des bailleurs sociaux, des collectivités locales et territoriales et des bâtiments tertiaires. Ben, merci, très bien. Alors, voilà, Giovanni. Donc, bonsoir à tous. Donc, Giovanni Monti, société Fulgoni, une société qui comporte 52 personnes, basée en région parisienne, à Clichy. Donc, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est maintenance, exploitation de chauffage, rénovation, aussi bien, alors principalement chez syndic d'immeubles, hein, donc un habitat collectif, mais également dans le tertiaire, institutionnel et autres établissements hospitaliers. Donc voilà, comme tu l'as dit, Isabelle, au chauffage, climatisation et ventilation. Ah oui, alors donc c'est important de préciser parce qu'on a des questions qui portent vraiment sur tout ce soir. Donc vous allez pouvoir parler un petit peu de toutes vos activités. Et c'est vraiment complet au niveau des questions. Alors, pour démarrer, donc je vais vous poser déjà des questions un petit peu générales. Et chacun d'entre vous pourra y répondre. Et ensuite, je vous poserai aussi des questions plus précises en fonction de vos propres expertises. Et on a reçu aussi un certain nombre de questions des participants. Donc, je me ferai leur porte-parole ce soir. Donc c'est la première question qu'on peut poser aujourd'hui, c'est la question du coût du chauffage. Et pour certaines copropriétés, bon, bien sûr, de savoir comment on peut analyser les coûts du chauffage. Alors, aujourd'hui, la seule chose qu'on voit, c'est la facture. Hein. On voit ce qu'on paye, on se dit on paye trop, c'est énorme, etc. Mais est-ce que il y a une règle qui permet de savoir si on est dans la norme, si le coût est correct? Si il faut faire quelque chose justement et être alerté par rapport à un état des lieux. Donc ça, c'est peut-être la première question que je pourrais vous poser. Giovanni, oui. Oui, alors ça, c'est la grande question auquel nous sommes confrontés. Déjà, il faut prendre conscience de l'état de sa chaufferie. Parce que qui dit ancienne chaufferie dit de toute façon surconsommation. Donc, on est quand même dans une époque où il faut veiller à optimiser l'énergie. Et je dirais que seules les chaufferies récentes vont pouvoir permettre de le faire.
Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est quelle température nous souhaitons dans les logements. Optimiser. On a trop été peut-être habitué à des températures élevées dans nos appartements, hein, des 23, 24 degrés. Ça, faut peut-être tout commencer à oublier et passer plus sur un 19-20. Alors, c'est vrai que ça fait toujours sursauter, hein, parce que les personnes âgées, 19-20, c'est un peu juste. Des jeunes s'y habituent plus facilement, quoique. En tout cas, voilà, il y a vraiment une réflexion à mener déjà en amont. À partir de là, une fois que les critères sont posés, on est en capacité, nous exploitants, de pouvoir optimiser les consommations. Mais c'est pas que technique, c'est aussi des règles de vie qu'il faut pouvoir s'imposer. D'accord, donc ça c'est important, c'est ce qu'on appelait aussi un peu la sobriété énergétique, hein, c'est le grand mot du moment. Et c'est vrai que c'est une prise de conscience aussi de chacun d'entre nous, de la consommation qu'on fait, de notre consommation individuelle que l'on fait, et peut-être se restreindre et peut-être faire un peu plus attention, peut-être économiser aussi cette énergie qui coûte cher et qui devient précieuse. Donc effectivement, il y a une réflexion par rapport à ça. Et ça a une incidence assez forte sur la dépense, hein, sur la dépense énergétique. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui, bien sûr, allez-y. Oui, bien sûr. Oui, bonjour. Donc, Patrick Leroux. Donc, je suis le référent de chez Simium dans la partie chauffage. Je suis frigoriste, je suis chauffagiste. Et pour répondre à votre question, nous, la démarche que nous faisons, c'est de ramener la consommation au mètre carré, qui s'exprime en kilowattheure par mètre carré. La moyenne en général la moyenne est entre 110 et 170 kWh par mètre carré et par an. Donc, la première démarche, c'est de faire ce petit calcul, de ramener sa consommation au mètre carré afin de voir dans cette fourchette où nous sommes. Si vous êtes en dessous de 110 kWh par mètre carré par an, vous pouvez faire n'importe quelle amélioration, vous n'aurez jamais de gain en fait. En revanche, si vous êtes à 170, plus de 70, vous êtes très énergivore et donc il y a des recherches à faire. Moi, cette année, le summum que j'ai trouvé, c'était 270. Une personne qui était à 270 kWh par mètre carré par an. Et le summum que je connais dans mon existence, c'est le château de Versailles qui est à 500 kWh par mètre carré par an. Donc, bien entendu, l'isolation extérieure sur le château de Versailles, ça ne presse pas. Donc, voilà. Mais la première démarche que nous faisons, nous, c'est de ramener ça au mètre carré afin de voir sa consommation en moyenne. Mais en général, les gens qui se situent entre 110 et 170, c'est à peu près la moyenne nationale. Donc, voilà. Donc, quelqu'un qui est à 115, c'est quelqu'un qui est quelque part, même s'il paye peut-être cher pour lui, est relativement un bâtiment relativement peu onéreux. Quelqu'un qui est à 170 et quelqu'un qui consomme. Donc, c'est la première démarche qu'il faut faire. Très bien, oui, c'est important parce qu'en fait, il faut pouvoir se situer et se comparer aussi et savoir si on a une marge d'amélioration et de progression. Et de toute façon, bon, ça a un coût, ça on le sait, mais est-ce qu'il y a matière à trouver des solutions pour minimiser ce coût? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent compléter par rapport à cette question? Il y en aura d'autres, hein, vous inquiétez pas. Hein, moi, je rajouterais, Isabelle, le fait aussi qu'il est important pour les copropriétés, avec la hausse des prix des énergies, de s'entourer de partenaires de confiance, des partenaires professionnels qui accompagnent la copropriété, non pas simplement à faire de la maintenance de la chaufferie, mais vraiment de les accompagner sur toute une démarche de performance énergétique, de faire un suivi régulier, d'analyser les factures énergétiques. Aujourd'hui, le conseil syndical, le président de Copro, voire même le syndic, malgré toutes ses bonnes compétences, il y a des métiers, il y a des professionnels, il y a des prestataires de services qui sont là pour les accompagner. Et il ne faut pas qu'ils hésitent à solliciter son chauffagiste pour justement permettre de trouver des pistes d'amélioration énergétique, parce que mine de rien, il y en a, et il y en a beaucoup. Ben, c'est pour ça qu'on a sollicité votre présence ce soir, et justement pour expliquer un petit peu tout ce qu'on peut faire, parce que des solutions, il y en a, et voilà. Donc il va falloir qu'on en parle ensemble.
Donc, j'ai une question très intéressante et ça, c'est peut-être aussi du côté de Simium qu'on aura peut-être une réponse, mais vous tous aussi, vous avez peut-être une réponse. On a parlé d'état des lieux, on a parlé donc d'analyse de sa consommation et donc est-ce que donc dans ce cas précis, l'audit chaufferie collective est une étape incontournable et il y a même certains, je crois que c'est un professionnel qui nous a posé la question. Il voulait savoir si ça pourrait devenir une obligation. Est-ce que cet audit chaufferie collective pourrait devenir dans l'avenir une obligation? Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous répondre? Je prends la parole. Oui. Je peux prendre la parole? Oui, bien sûr. Ok. Justement, l'audit énergétique aujourd'hui n'est pas demandé qu'une audit énergétique, une audit globale du bâtiment. C'est-à-dire que il est obligatoire aujourd'hui de passer par un DTG qui est un diagnostic technique global. Et de là, on a tout est à plat et on sait exactement ce qui a été consommé et là où on veut aller par rapport aux travaux qui vont apparaître prioritaires par rapport au diagnostic. Donc, ça voudrait dire que avec l'audit, on arrive à déterminer déjà qu'est-ce qui pourrait nous faire économiser de l'énergie et ce qui pourrait empêcher les déperditions. Donc, de là, on aura une analyse assez complète et on pourra réfléchir pour la suite. Maintenant, là, c'est uniquement l'aspect technique des travaux dans sa globalité. Maintenant, je pense être relativement complet et avoir résumé un petit peu là tout de suite. Dans les détails, on pourra y revenir si nécessaire. Mais ensuite, on a l'ingénierie financière. C'est tout ce qui peut être comme aide qui passe par MaPrimeRénov pour tout ce qui est résidentiel et les C2E pour tous les bâtiments en général. Donc, il y a vraiment des intérêts à s'y atteler et s'y atteler rapidement parce que là, c'est maintenant qu'on pourra déterminer au jour d'aujourd'hui pour les 10 années à venir, les travaux à réaliser pour faire des économies d'énergie. Bien sûr, le chauffage est primordial et je crois que c'est quand même 30 à 40% des économies qu'on peut réaliser, je pense, en général et en moyenne. C'est pas, voilà. Donc, je pense que j'espère avoir répondu à la question. Oui, Eric. Alors après, donc là, c'était vraiment, bon, donc l'audit énergétique qu'on va faire va aussi porter sur les installations de chauffage, on est d'accord. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant pour avoir un état précis de sa chaufferie? Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres? Moi, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est de résumer. En fin de compte, l'audit résume la situation de l'immeuble à l'instant J, quoi, l'instant au jour J. Et de là, on peut simuler ou avoir plusieurs scénarios d'attaque des travaux avec plusieurs priorités par rapport à chaque copropriété. D'accord, ok, bon, voilà. Donc rien à ajouter par rapport à cette question? Non, très bien. Eh ben, alors, ouais, juste en complément, effectivement, il y a la chaufferie qui est le point de départ, mais il y a aussi sur le bâti, parce que vous pouvez avoir la chaufferie la plus performante en termes d'installation si derrière vous avez une passoire et puis le bâtiment qui est pas du tout isolé ou qui est vraiment pas voilà, qui est vraiment pas comme il devrait être. Malgré toute une production, une consommation ou des actions efficaces, derrière vous arrivez à rien. Donc l'audit, il prend aussi tout son sens parce qu'il y a le chauffagiste, mine de rien, qui est le sachant de sa chaufferie. Mais je pense qu'à travers les audits, il y a vraiment une vision globale et générique du bâti. D'accord, très bien. Donc ça, on a compris. Donc l'audit de l'état de la chaufferie. Donc c'est pas forcément le chauffagiste qui va le réaliser. Voilà, exactement. D'accord, très bien. Surtout le diagnostiqueur. C'est le diagnostiqueur. Ouais. Exactement. Ça, c'est important parce qu'il faut savoir qui réalise cet audit. Voilà. Ensuite, j'ai une autre question, justement par rapport à la vérification de l'équilibrage global de l'installation. Donc il y a aussi, ça c'est un peu plus technique du coup. Donc ça, j'imagine que c'est quand même le chauffagiste qui va s'intéresser à ça.
Donc, ça consiste en quoi exactement cette vérification et éventuellement ce réglage? On va laisser parler les chauffagistes. Oui, on va laisser. Voilà. Alors, Giovanni, oui, allez, peut-être. Allez. En fait, il y a deux types d'équilibrage. Il y a l'équilibrage dit vertical, c'est-à-dire que tous les pieds de colonne vont être équipés de vannes de réglage et on va répartir de façon uniforme, en fonction des sections, des besoins de chacune des colonnes, le chauffage sur chacune d'entre elles, afin de permettre aux colonnes les plus défavorisées ou les plus éloignées d'être à bonne température. Donc ça, il y a cet équilibrage où on va équilibrer toutes les verticalités. Ensuite, pour être vraiment pour performer l'installation, on va faire un équilibrage dit horizontal, c'est-à-dire que chaque plateau, tous les radiateurs vont être équipés d'organes de réglage, coupe de réglage, tête de réglage, robinet double réglage, enfin peu importe le système. Et le but, c'est de permettre au dernier étage d'avoir quasiment la même température que les premiers étages. Donc, c'est des opérations qui vont aider à avoir une installation qui va être performante. La seule contrainte et la seule grosse difficulté que nous avons quand on est face à cette situation, c'est que quand on parle d'équilibrage vertical, les pieds de colonne, c'est pris en charge par la copropriété, il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, dès qu'on passe sur les horizontaux, les plateaux, là, on est sur des organes de terminaux et bien souvent, ce sont des organes dits privatifs. Donc, c'est à la charge de chaque propriétaire. Alors, certains syndics, très peu malheureusement, prennent en charge cette dépense et puis ensuite la répartissent au millième sur chacun des copropriétaires. C'est pas toujours fait. C'est pour ça qu'on a une grosse difficulté à pouvoir équilibrer de façon horizontale les plateaux, parce qu'il faut aussi que tous les terminaux soient équipés d'organes de réglage. Parce que si on ne peut pas faire une installation partielle dans ce domaine. Donc, mais c'est important pour que le bâtiment soit chauffé de façon uniforme. C'est un point important à toujours mettre en évidence, à la fois le désembouage, c'est-à-dire le nettoyage des réseaux qui soit propre, et puis son équilibre. Oui, donc je reviendrai là-dessus parce qu'on a quelques questions par rapport à ça. Juste Benjamin, peut-être quelque chose à compléter par rapport à cette question? Non, oui, en complément, je dirais qu'en plus, donc avec la hausse des prix des énergies et puis les copropriétés qui demandent à l'ensemble des chauffagistes de mettre une température contractuelle à 19 degrés, c'est là où on prend vraiment connaissance des disparités entre les températures de chaque logement. Parce qu'auparavant, quand l'énergie était à 20 € du mégawattheure, il y avait un bout de la résidence qui était à 23-24 et ces gens-là ne se plaignaient pas. Et les autres avaient 21. Mais sachant que toutes les courbes ont été paramétrées pour 19, là, vous prenez en pleine face les différences de température, d'où l'équilibrage. C'est d'emmener tout le monde à un point d'équilibre. Et quand on parle de confort thermique, c'est là aussi, c'est d'éviter les trop grosses différences de température entre chaque appartement, sur l'ensemble du réseau en tout cas. Ok. Alors, bon, j'ai encore plein de mal de questions sur l'installation de chauffage. Peut-être, oui, Isabelle, juste voudrais apporter un complément à mon confrère. Quand on parle d'équilibrage, on parle de réseau de chauffage. Le problème de la température ambiante, elle va dépendre aussi des isolations de fenêtres ou de choses comme ça qui peuvent faire une différence très nette entre un appartement qui a ses ouvrants isolés et celui qui n'a pas d'ouvrants isolés. Donc là aussi, il faut être… Je suis bien d'accord avec vous. Je dois dire que c'est formidable. Si vous faites tout pour que le chauffage coûte pas cher, mais si en dehors de ça, les fenêtres sont ouvertes en continu ou l'isolation de la façade ou du toit ou toit terrasse ou comble n'est pas été réalisée, à ce moment-là, oui, il
y a des déperditions, et puis ça ne change pas grand-chose, quoi. Les consommations se font, et la déperdition se fait. Donc, c'est pour ça que le bien fondé d'une fiche de l'ADEME qu'on travaille, qui est la rénovation globale, c'est justement de penser à la globalité, et tout ça commence, comme je l'ai dit au début, par l'audit général du bâtiment. Oui, bien sûr, là, on voit la complexité parce qu'en fait, tout est imbriqué. Et donc, en fait, il faut travailler sur tous les sujets à la fois, quelque part, hein. Donc, bien sûr, on n'arrivera pas à des résultats intéressants si, si on a des déperditions de chaleur, si on a des problèmes d'isolation, si les fenêtres sont pas isolées. Donc, c'est sûr que la température entre les étages, ça a toujours été la question d'arriver à équilibrer la température selon les niveaux. Et ça, donc, on a tendance en général, dans les étages élevés, à être pas assez chauffé, dans les bas étages, à être trop chauffé. Et pour satisfaire tout le monde, on augmente la température. Donc ça, c'est ça, jusqu'à présent, c'était comme ça. Donc ça, c'était avant. Voilà, ça c'était avant. Mais maintenant, bon, on est en sobriété énergétique et tout le monde doit mettre sa petite laine. Donc voilà, donc ça, on est équitable à ce niveau-là puisque voilà, il faut réduire la température à tous les niveaux. C'est ça, et puis mine de rien, il n'y a pas plus complexe qu'assurer un confort thermique collectif au sein d'une copropriété où tout le monde, mine de rien, et à des exigences individuelles. Et ça, nous, en tant que chauffagistes, apporter un confort collectif à des exigences individuelles, et ben, mine de rien, c'est compliqué. Parce que associé à ça, il y a aussi la température ressentie. Donc, en fait, même si vous apportez 19 degrés à tout le monde, vous aurez forcément aussi des insatisfaits parce que la chaleur ressentie n'est pas la même. Alors justement, au niveau de l'individualisation dans le collectif, je pense que Philippe et Nathalie vont avoir leur mot à dire parce que c'est un petit peu ça, hein, quand on parle d'individualisation des frais de chauffage. C'est de pouvoir mesurer sa propre consommation, adapter sa propre consommation à ses besoins réels et aussi ne dépenser qu'en fonction de sa propre consommation. Donc ça, c'est vraiment l'idéal, hein, c'est-à-dire que c'est ce que tout le monde souhaiterait obtenir. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est déjà en quoi ça consiste pour ceux qui ne sont pas encore au courant, et peut-être aussi rappeler un peu la réglementation en vigueur, parce qu'il y a quand même, une loi ou plusieurs décrets qui sont revenus sur cette obligation, qui est devenue une obligation, et aussi des sanctions quelque part si on ne fait pas, si on n'installe pas les répartiteurs alors qu'on pourrait le faire. Très bien. Oui, effectivement, je veux dire. Alors, l'individualisation des frais de chauffage, ça consiste en quoi? Ou plutôt, c'est quoi exactement? Donc, en fait, avant la réglementation actuelle, la consommation globale de chauffage ou de gaz, consommation de gaz d'un immeuble collectif était répartie au tantième, donc de chauffage, hein, généralement, soit aux tantièmes généraux si les tantièmes de chauffage n'existaient pas. Donc, en fait, ça consistait, je veux dire, à répartir en fonction des superficies globalement les consommations de l'immeuble. Ce système a fonctionné pendant des dizaines d'années, mais a quand même quelques effets pervers, notamment de complètement désintéresser ou désensibiliser les occupants à leur propre consommation, puisque de toute façon, c'est la collectivité des occupants de l'immeuble qui paye les frais de chauffage. Donc, directive européenne appliquée à la France, sortie en 2012, effectivement avec divers décrets d'application et diverses évolutions, qui font qu'actuellement, l'individualisation est obligatoire à partir du moment où la consommation annuelle est supérieure à 80 kWh par mètre carré de surface habitable. Donc, ça rejoint effectivement ce qui a été traité avant. De prouver par un calcul et de valider par un calcul qu'effectivement, la mise en place de robinets thermostatiques et l'allocation d'équipements de comptage est intéressante.
Donc là, je me réfère en fait à un document qu'a fait l'ADEME, donc l'année dernière ou même en 2021, qui s'appelle justement l'individualisation des frais de chauffage, que tout le monde peut télécharger sur le site de l'ADEME, qui est très bien fait et qui a le grand mérite de démocratiser un peu le jargon administratif des décrets et des textes. Donc concrètement, je veux dire, en quoi cela consiste? Donc l'individualisation, c'est la mise en place en fonction du type de réseau de chauffage qui est en place, soit de compteurs d'énergie thermique. Donc là, il y en a un par logement. Pour faire relativement simple, on va dire que tous les logements collectifs ou tous les immeubles collectifs qui ont été construits depuis 2000 environ, dans ces années 2000, peuvent être équipés de compteurs d'énergie thermique, puisqu'en fait, vous avez une distribution horizontale. Ce qui est avant, notamment les immeubles les plus anciens. Donc là, clairement, on va être sur une distribution verticale. Et donc là, on va être sur des répartiteurs de frais de chauffage où, en fait, il va y avoir donc chaque radiateur. Donc, quand on peut pas installer de compteur d'énergie thermique, c'est ça, hein, c'est parce ça. que l'installation ne le permet pas, enfin la configuration de l'immeuble ne le permet pas. Exact. Donc, on peut quand même mettre en place les répartiteurs de frais de chauffage. Exactement. Ça, tout à fait. Ouais. Donc en fait, les répartiteurs, juste pour montrer, c'est un petit boîtier électronique qui va se fixer sur chaque radiateur dans les parties privatives et qui va donner une clé de répartition pour chaque logement, en fait, calculer une quote-part de participation aux frais de chauffage. Sachant qu'en termes de réglementation, donc l'ensemble de la consommation des frais je prends l'exemple de gaz parce que c'est une solution que tout le monde connaît bien. La consommation globale de gaz de l'immeuble sert en fait au chauffage, mais également à la production d'eau chaude. Donc, il faut déduire effectivement celle qui est nécessaire à la production d'eau chaude. Et ensuite, le montant ou les kilowattheures qui restent est réparti, ça c'est la réglementation qui le dit, 70% en fonction des équipements, de l'indication des équipements, donc compteur d'énergie thermique au répartiteur de frais de chauffage, et 30% reste réparti au tantième, puisqu'il y a forcément des échanges de chaleur entre les logements. Et il y a moyen d'aménager un petit peu en fonction peut-être de la disposition de l'appartement, où il y a des petites régulations qu'on peut faire. Effectivement, vous avez sont tout à fait prévues raison. Je vois pourquoi vous avez bien étudié le sujet. Ah, mais je traite ce sujet presque tous les 2 ou 3 jours, donc en ce moment, c'est très à la mode. Vous avez tout à fait raison. Alors, les textes autorisent la mise en place ou l'application de coefficients de pondération thermique qui tiennent compte en fait de la position du logement et même de la pièce en fait dans l'immeuble. Pour faire simple, c'est relativement simple. Je prends un exemple, je prends régulièrement un exemple très facile à comprendre. C'est clair qu'un logement, par exemple, du dernier étage, va nécessiter plus d'apport thermique qu'un logement qui est situé effectivement entre le deuxième et le troisième. Il suffit en plus qu'il soit exposé nord et on complète le tableau. Donc là, effectivement, je veux dire, il y a des coefficients de pondération qui peuvent se mettre en place. Et alors, c'est pas obligatoire, mais donc tout concrètement, il faut que ça soit voté par l'Assemblée générale. Voilà, donc c'est un peu plus souple que ce qu'on entend. Il y a quand même moyen justement de pondérer et la loi l'autorise et le permet. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que la répartition des frais de chauffage est un sujet parfois un peu polémique, et on a eu quand même des questions qui n'en étaient pas. Pour arriver à convaincre certains copropriétaires de la fiabilité de ces systèmes. Et donc, donc pour certains, c'est quelque chose dont on entend parler quand même depuis quelques années, puisque donc ça a été lancé en 2015 officiellement, donc voilà. Et pour autant, il n'y a pas encore beaucoup de copropriétés qui sont équipées. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les convaincre? Parce que c'est vraiment important aujourd'hui qu'on mette en avant aussi cette possibilité.
En fait, très concrètement, je veux dire, pourquoi est-ce que le sujet est devenu obligatoire, même si, comme vous le dites, effectivement, je veux dire, il y a beaucoup. Alors, je dirais, dans ce qui est immeuble récent, je veux dire, on a quand même, je pense, une majorité d'immeubles qui sont équipés. Majorité, oui, je pense que oui. Maintenant, effectivement, ce qui est immeuble plus ancien, je veux dire, je pense notamment, là, il faudrait effectivement mettre des répartiteurs en place. C'est clair qu'il y a un frein non négligeable au déploiement, effectivement, et à l'acceptation des répartiteurs de frais de chauffage. Je dirais presque à l'inverse de nos pays voisins. Je veux dire, quand je prends l'exemple allez, on va commencer par le nord. Je prends la Belgique, je prends le Luxembourg, je prends l'Allemagne, je prends la Suisse. Je veux dire, tout ça, ce sont des pays qui utilisent la répartition des frais de chauffage et les répartiteurs depuis facilement une vingtaine d'années, avec des taux d'équipement qui approchent, je pense à l'Allemagne notamment, qui approchent les 95 voire 100%. Je dis pas que ça se passe toujours bien, je veux dire, mais globalement, je veux dire, c'est quand même des pays où le répartiteur s'est très bien développé et où c'est devenu un usage c'est vraiment quelque chose de récurrent dans la vie de tous les jours. Alors, effectivement, je ne vous cache pas, effectivement, je veux dire, comme tout équipement, je veux dire, il doit être effectivement homologué agréé par le Laboratoire national d'essais de métrologie, c'est la moindre des choses. Il y a un aspect qui est très important à la mise en place du répartiteur, c'est de faire un relevé technique de radiateur pour savoir quel est exactement le type, puisqu'en fait, là derrière, il va y avoir effectivement un coefficient qui va être calculé pour permettre justement de pondérer, notamment en fonction de la puissance thermique du radiateur. Donc ça, c'est quand même très important aussi. Et à partir de ce moment-là, je veux dire, c'est quelque chose qui tient la route, clairement. Oui, alors bon, donc là, je reviens un petit peu sur les questions qu'on a eues là-dessus. Donc voilà, sur l'intérêt économique des répartiteurs de chauffage, ça c'est une question qui revient assez souvent. Ensuite, alors on a aussi des questions, bon ça on en reparlera plus tard, mais sur le coût de la gestion et de l'entretien de ces répartiteurs. Et après, bon, on a un petit peu des cas particuliers, mais justement avec des questions sur le type de radiateur. Donc, on a des personnes qui ont des radiateurs en type grille-pain, d'autres qui ont des radiateurs en fond plissé, etc. Donc, ils veulent savoir si ça s'adapte à tous les types de radiateurs. Donc, voilà. Et puis, alors, après, il y a ceux qui ont des contre-indications techniques, hein. Donc, et qui se demandent s'il y a d'autres types de solutions par rapport à leurs difficultés. Donc ça, on reviendra là-dessus un peu après, hein. Vous avez des questions déjà qui apparaissent dans les questions et réponses. Donc, si vous voulez y répondre, donc il y a une question de Patrice Fida sur la pose des répartiteurs de chauffage. Sur les radiateurs avec pondération suivant emplacement, est-ce que c'est compatible avec un bâtiment équipé de vannes réglantes sur chaque colonne verticale de chauffage? Donc, c'est des questions très techniques, hein. Donc, voilà, je vous avais prévenu, hein, c'est souvent des questions très techniques. Donc, peut-être que Philippe veut répondre dans le système ou Non, on va répondre, voilà, on va répondre en direct, hein. J'espère que Patrice est encore avec nous. Donc, a priori, oui, j'aurais tendance à dire oui. Maintenant, c'est vrai que chaque bâtiment est peut-être particulier, mais j'aurais tendance à dire effectivement que c'est tout à fait possible de poser des répartiteurs dans cette figure. Alors, on a Claude qui nous dit ce n'est pas possible si le système est de type parapluie. Donc, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais bon. Alors. C'est ce que je disais, effectivement, je veux dire, ça nécessite vraisemblablement une analyse un peu plus poussée, mais a priori, je veux dire, quand on est en distribution verticale, avec C'est ce qu'il appelle le parapluie, d'accord. Non, parapluie, c'est l'inverse, en fait. Ah, c'est l'inverse. Bon, okay. Enfin, oui, ça dépend maintenant. Oui. Ok. Très bien. Alors ça, donc c'est répondu. Ensuite, dans mon immeuble, la répartition des frais de chauffage se fait en fonction des surfaces de chauffe, des radiateurs installés dans les appartements ou locaux. Est-ce une meilleure solution que les tantièmes de charges communes générales? En fait, on est complètement dans le sujet, puisque là, en fait, la solution, c'est l'individualisation des frais de chauffage. En fait, comme j'expliquais avant, je veux dire, la répartition par tantième, je veux dire, c'est le gros désavantage, c'est que chaque personne est concernée, enfin,
je sais pas, j'exagère volontairement le trait, mais c'est vrai que certains copropriétaires ou occupants ne sont pas du tout concernés. Typiquement, le cas de figure, bah, tiens, on a trop chaud, bah, on ouvre la fenêtre pour rafraîchir. Je pars travailler pendant 8 heures, ben, je laisse mon chauffage à 25 degrés, ça dérange personne. Alors qu'en fin de compte, si on sensibilise d'abord par effectivement des préconisations et après en fait par le porte-monnaie, en fait, si chacun paye une grosse quote-part de sa consommation, quelque part, ça va forcément sensibiliser et responsabiliser les occupants. D'accord. Bon, j'espère qu'on a déjà répondu un petit peu, mais on reviendra sur. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On y reviendra tout à l'heure. Donc là, on va revenir un petit peu sur le. Alors, on a encore des questions sur le chauffage. Donc, moi, j'ai trouvé une question qui était assez intéressante. Doit-on conserver une chaufferie récente, même si elle utilise un combustible coûteux et dépassé comme le fioul? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie de changer d'énergie. Est-ce que ça vaut la peine, quand on a une chaufferie récente, de se poser ce type de questions? Je vois que Giovanni, il est perplexe. Non, je suis perplexe pour savoir qu'est-ce que vous appelez une chaufferie récente. Voilà, on n'en sait pas plus, hein. Donc j'ai pas la réponse, mais voilà, pour certains copropriétaires, le récent, ça veut dire moins de quoi? Moins de 10 ans, qu'est-ce que ça veut dire récent? Parce que, enfin, nous concernant, il y a bien longtemps, on n'a plus trop rénové de chaufferie fioul par du fioul. On est souvent passé soit sur des réseaux de chaleur, soit en gaz. Voilà. Après, tout dépend de la typologie des matériels installés. Est-ce que ce sont déjà des chaufferies, des chaudières à condensation, même fioul? Bon, voilà, là, il faut Développer. visiter. Ouais. Voilà, voilà. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Je ne sais plus qui a posé la Et là, moi, je question. trouve que la question, Isabelle, elle est extrêmement intéressante. Ah oui, moi aussi, je la trouve intéressante, hein, parce que Je la trouve intéressante parce qu'elle montre bien, en fait, le principe et le fonctionnement d'une copropriété. C'est-à-dire qu'on a beau amener du confort, des températures, de l'eau chaude sanitaire. À un moment donné, les installations vieillissent et il y a un besoin de modernisation, de renouvellement des matériaux par des matériaux plus performants, plus écologiques. Et c'est toute la complexité de notre métier, c'est de faire comprendre aux copropriétaires à un moment donné le besoin d'anticiper le remplacement du matériel, sachant que eux considèrent qu'ils ont du chauffage quand ils mettent la main sur le radiateur ou quand ils tirent au mitigeur et qu'ils ont de l'eau chaude. Et c'est toute la complexité de notre métier et je trouve la question extrêmement intéressante et c'est vraiment la philosophie du monde de la copropriété qui... Voilà. Oui, effectivement, quand la chaufferie elle est percée et qu'il y a de l'eau partout en chaufferie et que plus personne n'a du chauffage, oui, là les actions elles arrivent. Mais voilà, et justement la réponse de mon confrère de savoir là je veux dire, voilà, du point de vue du copropriétaire, elle est récente, mais du point de vue du chauffagiste, elle l'est peut-être pas. En fait, le récent, ça dépend aussi du bon entretien de la chaudière, non? Hein, peut-être aussi, hein. Ça dépend de sa maintenance, de la maintenance, de la qualité d'eau, du matériel de traitement d'eau ou pas présent en chaufferie. Bah oui. Effectivement. Ok, alors, donc maintenant, on va peut-être vous poser aussi un petit peu des questions aux uns et aux autres. Donc, par exemple, à ceux qui s'intéressent à l'exploitation, au dépannage et à la maintenance de chaufferie. Déjà, est-ce que vous intervenez sur tous les types de chaufferie, c'est-à-dire quelle que soit l'énergie? Est-ce que vous intervenez aussi bien sur le gaz, le fioul comme on l'a vu, ou le chauffage urbain? Ça, c'est une question. Et quels sont les types de contrats que vous proposez? Parce que pour certains, c'est un peu du jargon, hein. On entend parler de P1, P2, P3, P4, etc. On a l'impression d'être réformé, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Mais non, c'est plus simple. Dans les faits, c'est plus simple.
Bon, alors voilà. Donc, pour qu'on on revienne un petit peu sur cette idée d'entretien et de maintenance des chaufferies, donc je vais vous demander voilà, donc pour ceux qui sont concernés, de nous expliquer tout ça. Bah, pour répondre assez simplement et assez facilement, à travers les contrats de prestation de services, il existe plusieurs possibilités à travers notamment ce qu'on appelle le P1, qui est la fourniture énergétique des bâtiments. Donc, c'est la fourniture de l'énergie. Vous avez le P2 qui est la conduite, la surveillance, l'exploitation et la maintenance de la chaufferie collective. Donc, ça, c'est l'entretien classique avec les dépannages, le service d'astreinte, les contrôles réglementaires, ramonage, disconnecteurs des matériaux qui sont en chaufferie. Vous avez le P3 qui est la garantie totale des installations. Donc là, le chauffagiste vient couvrir les installations situées en chaufferie. Dès lors qu'un équipement n'assure plus son rôle ou qui a un état de vétusté trop important, on vient le remplacer à travers une redevance forfaitaire annuelle que paye la copropriété. Et nous, chauffagistes, on s'engage à remplacer le matériel en chaufferie. Vous avez aussi le financement des travaux de rénovation, ce qu'on appelle P4. Vous avez aussi le P5 qui sont les travaux hors contrat. Donc, ce sont des travaux qui ne rentrent pas dans le cadre contractuel, notamment le remplacement des radiateurs, le remplacement des robinetteries, tête thermostatique, tête réglage, 22 pieds de colonne. Voilà. Après, tout dépend du contrat souscrit avec votre chauffagiste. Mais on en est là. Donc, P1, P2, P3, P4 et P5. Alors, employé alors, quand Muriel nous pose la question, qui fait ces réglages et ces installations, à qui faut-il s'adresser? Je ne sais pas de quoi elle parle. Est-ce qu'elle parle des répartiteurs de frais de chauffage ou est-ce qu'elle parle des installations de chauffage? De toute façon, que ça soit l'un ou l'autre, elle peut, quoi qu'il arrive, demander à son chauffagiste parce que son chauffagiste l'orientera soit c'est de la capacité du chauffagiste et il fera les actions et les réglages, ou soit il orientera le client et le syndic vers des sociétés spécialisées dans l'individualisation des frais de chauffage. D'accord. Alors, bon, pour Claude, changer la chaudière fuel en gaz n'est pas rentable pour deux raisons principales. Donc, il développe pas, mais bon, c'est son avis. Donc voilà, c'est pas une question. Donc, En fait, tout dépend de la configuration du bâtiment. Faut voir le nombre de logements, faut voir l'état des réseaux, faut voir voilà. C'est pas évident d'avoir un avis un petit peu complet là-dessus. Mais il y a une analyse un petit peu plus poussée et une vue globale du bâtiment à avoir pour dire que c'est pas rentable en gaz. Peut-être que c'est pas rentable en gaz pour lui, et ça peut l'être pour une autre. Voilà, tout dépend de la composition et des caractéristiques de la copropriété. Alors, on a aussi un spectateur anonyme qui nous demande si les experts recommandent les chaudières collectives au gaz ou le chauffage urbain. Le CP, voilà. Donc ça, c'est une question qui revient très souvent parce qu'on a l'impression que le CPCU est une alternative aujourd'hui au problème de coût de l'énergie. Est-ce que vous voyez, vous, des copropriétés qui vous font des demandes par rapport à ça? Est-ce que est-ce qu'il y a un intérêt particulier en ce moment? Oui, Giovanni, oui. En fait, tout dépend de l'exposition du bâtiment. Je m'explique. Le réseau CPCU ne couvre pas l'entièreté de Paris. Donc, par conséquent, là, il n'y a pas 36 000 choix d'énergie. On reste sur une chaufferie gaz. On parle aussi beaucoup de la pompe à chaleur. Alors, sur Paris, ça devient extrêmement complexe. Pourquoi? Parce que les groupes externes, les pompes à chaleur en extérieur génèrent du bruit en fonction de leur localisation. Ça peut être pénalisant par rapport au voisinage. C'est aussi pénalisant par rapport aux puissances, les puissances demandées. Enfin, il y a tout un tas de critères qui font que, en fait, comme le disait mon confrère, M. Vénier, il faut examiner cas par cas les solutions les plus adaptées.
On parle malheureusement trop de l'électricité. Il faut parler plutôt mix énergétique, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut installer en fonction de la configuration de l'immeuble, son importance, la puissance demandée. Enfin, ça devient technique et c'est pour ça que l'avis de gens compétents dans le métier est important. Alors, merci Giovanni. Donc, justement, je voulais donner la parole à Eric et Simeon. Je sais, c'est tout à fait ce que j'avais imaginé, que vous interveniez là-dessus, parce que justement, on peut être sur des installations mixtes et qui font aussi appel au développement durable, au renouvellement énergétique, et notamment le sujet de la pompe à chaleur dans les immeubles en copropriété. Alors, vous avez une expérience par rapport à ça, et donc peut-être vous pouvez nous en parler, savoir comment ça se passe et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans les copropriétés. Alors, je vais répondre à cette question, mais juste pour finir pour le CPCU. Oui, très bien. J'ai fait une réunion hier, j'étais avec quelqu'un d'important au CPCU, ils sont quand même assez débordés, relativement débordés. Et les délais pour raccorder CPCU, c'est relativement long. Donc, c'est pas obligatoirement, c'est magnifique, c'est top, mais c'est pas obligatoirement la seule solution. Donc, pour en venir à la pompe à chaleur, donc on va être deux à y répondre. On en installe beaucoup chez le particulier. Maintenant, sur le collectif, c'est beaucoup plus complexe. C'est vrai que sur une copro, il faut avoir l'emplacement pour poser les unités centrales. Ça fait un peu de bruit, et puis c'est pas illimité. Donc je vais juste laisser Patrick pour développer là-dessus sur la taille des copros sur lequel, mais bon, les chauffagistes pourront aussi répondre, mais non, je pense qu'on peut y répondre déjà. Jusqu'à quelle limite du nombre d'appartements ou de lots peut-on installer des pompes à chaleur? Alors déjà, pour commencer, une pompe à chaleur, c'est pas une chaudière. Moi qui est frigoriste, je le maintiens depuis le début. C'est une machine qui fait effectivement de l'eau chaude en cherchant des énergies, des calories dans un environnement extérieur qui peut être l'air ou qui peut être la terre ou qui peut être l'eau, en aéro ou en géothermie, mais en aucun cas c'est une chaudière. Ce qui veut donc dire que quand vous changez de système de chauffage, vous allez fatalement changer le système d'exploitation et le système d'utilisation de votre chauffage. On peut prendre un exemple. Si vous êtes actuellement en voiture à essence et qu'on retire votre moteur et qu'on vous met un moteur électrique, vous allez vite comprendre que ce n'est pas du tout la même conduite. Eh bien, c'est pareil. Une pompe à chaleur, ce n'est pas du tout une chaudière. Et les points faibles de la pompe à chaleur, c'est l'inertie. Donc, comme le disaient tous mes confrères, ils ont parfaitement raison, la pompe à chaleur ne va pas systématiquement. Il faut faire une étude par des entreprises compétentes, frigoristes, qui vont valider ou pas la possibilité de mettre une pompe à chaleur. Comme le disait mon confrère, en région parisienne, le problème, c'est l'implantation des groupes extérieurs. Bon, on peut avoir des groupes intérieurs, ça existe, hein, des groupes centrifuges, ça existe également dans certains cas. On peut mettre des unités à l'intérieur, on peut le faire. Mais effectivement, c'est plus facile de mettre en province ou des pompes à chaleur dans des zones non urbaines que dans les zones urbaines. Le bruit est un problème. Ça, c'est une première chose. Après, au niveau de la puissance, aujourd'hui, des pompes à chaleur, on peut monter raisonnablement. Alors, on peut aller plus haut, mais ça devient moins raisonnable. Mais on peut aller jusqu'à des pompes à chaleur qui font 350 kg dans certaines marques. Voilà, en les mettant en série, ce qui nous correspondrait quand même, grosso modo, à une trentaine d'appartements. Patrick, j'avais une question. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une installation hybride? Donc, garder une chaudière classique et rajouter un module avec pompe à chaleur pour compléter ou pour soulager ou... Ouais. Bien entendu, puisque le point faible de la pompe à chaleur, entre autres, c'est les températures basses ou les COP, les fameuses transformations d'électricité en énergie, vont être de plus en plus mauvais. Et ça, c'est normal, parce qu'il est plus difficile d'aller chercher de l'air à moins 10 qu'à 0. Ça, on peut facilement le comprendre. Et dans ce cas-là, au lieu de faire appel à ces résistances électriques, on peut peut-être faire appel à une chaudière gaz condensation qui est complètement valable. D'ailleurs,
tout à l'heure, j'entendais un monsieur qui disait c'est peut-être pas intéressant de le changer, mais quelqu'un qui a une chaudière à condensation gaz, c'est pas intéressant spécialement de mettre une pompe à chaleur, du tout. Les deux équipements se valent complètement. Une pompe à chaleur face à une chaudière fuel haute température, c'est également difficile. Les pompes à chaleur, il existe des pompes à chaleur qui font de la température d'eau en haute température, mais une pompe à chaleur est à l'aise sur du 55 degrés. Donc automatiquement, mes confrères chauffagistes vont vite confirmer que si une installation qui travaille sur une température de 70 et qu'on fait au fuel et qu'on envoie de l'eau maintenant à 55, on va avoir des pannes d'émetteurs, fatalement. On va avoir des pannes d'émetteurs. Donc, est-ce qu'il faut changer les émetteurs ou pas? Ça, c'est des questions qu'il faudra se poser, effectivement. Donc, c'est pour ça que c'est, comme le disait mon collègue, c'est pas obligatoire, c'est pas systématique en fait. Ça demande une réflexion et une étude approfondie de la part d'un frigoriste ou une entreprise chauffagiste. Ok. Donc, il nous reste encore un petit peu de temps. Alors, je voudrais qu'on parle un peu avant de revenir au répartiteur, je vous maintiens au chaud, mais bon, on va y revenir. Je voudrais qu'on parle un peu de ventilation, parce que on a eu quand même, j'étais assez étonnée, et on a reçu beaucoup de questions sur les ventilations. Et donc, il faut que je les retrouve. Voilà, donc, alors. Oui, parce qu'il alors, par exemple, on a eu Bruno qui nous a demandé quels sont les effets des modifications des pièces dans un appartement. Dans mon immeuble, plusieurs copropriétaires ont détruit un mur entre le salon et la cuisine pour obtenir une cuisine dite américaine. Or, cela modifie l'aspiration de la VMC car les volumes concernés changent. Ce type de modification doit-il être signalé pour adapter la VMC à ces nouvelles configurations? Donc, il y a vraiment des questions par rapport aux différentes aux travaux qui sont entrepris dans les parties privatives et au changement des volumes et à la VMC qui n'est pas adaptée et qui reste la même. Est-ce que vous avez une réponse peut-être à donner à Bruno qui par ailleurs, je crois, participe aussi ce soir? Oui. Je peux éventuellement commencer. Bon. Donc la VMC, c'est la ventilation mécanique contrôlée. Il y a plusieurs types de VMC, mais en général, on est ce qu'on appelle dans la ventilation simple flux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on extrait dans les pièces humides un débit nominal et on fait rentrer l'air neuf dans les pièces sèches, dans les pièces à vivre, donc en général les séjours et les chambres. Les débits qui sont nominaux, c'est-à-dire qui sont imposés par la DTU et la législation, par exemple, un WC, c'est 15 mètres cubes par heure. Donc, chaque pièce, en fonction de sa fonction, a un débit nominal. Ensuite, si vous vous transformez une cuisine, effectivement, vous transformez une cuisine clos en une cuisine ouverte, ça pourrait, ou si vous agrandissez la cuisine, ça pourrait être dans l'absolu modifier un petit peu. Après, ça va modifier de quelques dizaines de mètres cubes sur un ensemble très important. C'est-à-dire que dans l'absolu, c'est négligeable. Il vaut mieux que la VMC soit réglée sur l'ensemble du bâtiment, c'est-à-dire que chaque appartement ait sa ventilation. Et plutôt, au lieu de faire la chasse à la personne qui casse son mur, il vaut mieux faire la chasse à la personne qui ferme et qui bouche les aérations sous prétexte qu'ils ont trop froid. Et je le conçois. Néanmoins, si vous bouchez une isolation d'un appartement, vous augmentez les déperditions dans les appartements à côté. Donc, quitte à faire la chasse à des choses, il vaut mieux faire la chasse à ça. C'est-à-dire, il vaut mieux remettre l'intégralité de la VMC d'équerre, retirer tous les gens qui ont bouché leur VMC et éventuellement, avec des débitmètres, contrôler l'intégralité des bouches pour savoir s'ils ont bien les débits nominaux. C'est-à-dire, je répète, pour un WC, c'est 15 mètres cubes, c'est pas 20. Donc, s'il y a 20, il faut diminuer parce que c'est énergivore. Et s'il n'y a que 10, c'est pas hygiénique. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la ventilation consomme aussi quelque part de l'énergie. C'est ça. Et donc, ça coûte aussi. Donc, si c'est ça. Oui, ça coûte. Alors, ça coûte, mais c'est obligatoire. Ce qu'on peut faire, c'est mettre des bouches de ventilation variables ou hygrots, c'est-à-dire qu'ils peuvent varier
C'est-à-dire qu'en fonction du taux d'humidité, les débits peuvent varier. Mais ce que veut le législateur, c'est que si on peut faire varier un débit, mais sur la moyenne, sur 24 heures, on doit correspondre au débit nominal. Et en tête de ligne là-haut, on pourrait mettre des ventilateurs à débit variable. Patrick, il y avait justement, non, je t'interromps parce qu'il y avait justement une question de Michel sur les performances des bouches VMC hygroréglables et celles commandées avec un détecteur de présence. Donc, il y en a qui ont vraiment essayé d'optimiser au maximum. En fait, l'hygroréglable, c'est comme je l'expliquais, c'est-à-dire que quand vous utilisez le local et qu'il y a un taux d'humidité par une douche, par exemple, il va augmenter son extraction. Et quand le local n'est pas utilisé, il va diminuer son extraction. Mais la moyenne doit correspondre à ce que veut le législateur. Hein, si c'est 30 mètres cubes, c'est ça qui est important. Après, les détecteurs, ça peut être intéressant sous réserve que le ventilateur en tête de ligne le détecte. C'est-à-dire qu'il faut que le ventilateur qui soit là-haut en terrasse puisse adapter sa vitesse en fonction de chaque demande, en fait. Si une bouche se ferme parce qu'elle n'est pas utilisée pour X raisons, il faut que le ventilateur là-haut puisse régler et diminuer. Si c'est un ventilateur à débit fixe, il ne va que accélérer les débits dans les autres pièces d'à côté. Ça n'a donc aucun intérêt. Ça n'a d'intérêt que si le ventilateur est capable de faire varier sa vitesse, ce qui est très rare dans les copropriétés. Aujourd'hui, quand on les change en débit variable. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout le… Voilà. Donc, faire varier un débit alors que le ventilateur n'est pas variable, ça n'a aucun intérêt. C'est mon sens. Après, je laisse mes confrères parler. Hein. Oui, bien sûr. Non. Peut-être, alors, Giovanni, vous faites aussi de la maintenance de VMC et j'ai une question de M. Durbin qui dit comment vérifier l'état d'une VMC. Je dirais que la ventilation est le parent pauvre de notre métier, malheureusement. Et c'est dommage parce qu'en fait, au-delà de la technicité, au-delà des débits, c'est aussi un confort de vie, la ventilation d'un appartement. Si vous n'avez pas de ventilation dans les pièces humides, vous aurez de la moisissure qui va apparaître. Donc, quelque part, c'est inconfortable et il y a de la nuisance. Bah oui, justement, là, il y a Brigitte qui nous dit quel système de ventilation peut-on installer lorsque l'on a des moisissures et que l'on vit dans une copropriété où l'on ne peut pas toucher les parties externes. Donc, normalement, la VMC, c'est obligatoire. Donc, il ne devrait pas y avoir de moisissure. Tous les immeubles ne sont pas équipés de VMC. Si c'est un immeuble ancien, vous avez de la ventilation dite naturelle, par des conduits chintes ou autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que… Oui, parce que j'avais noté que c'est obligatoire seulement depuis 1982. C'est ça? Si vous voulez, déjà, il est important d'avoir un contrat d'entretien des caissons de ventilation qui sont… il est important que la VMC soit toujours tenue en bon état. Alors, bien sûr, il y a une partie qui est liée à la maintenance, c'est-à-dire que fois tous les 5 ans, le nettoyage des gaines, etc. Bon, voilà, ça peut être entrepris. Malheureusement, c'est pas toujours fait dans les immeubles. L'entretien des caissons de ventilation, là aussi, c'est important. Les nouveaux caissons ont l'avantage d'être performants au niveau consommation électrique et performance avec des variations de vitesse, comme l'évoquait mon confrère. Patrick. Donc ça, c'est important. Ensuite, il y a aussi l'entretien que peuvent faire les gens dans leurs appartements. C'est-à-dire que les bouches, il faut qu'elles soient nettoyées régulièrement, puisque ça aspire de la poussière, etc. Donc, il y a vraiment un travail important. Après, il faut aussi que les portes soient détalonnées pour permettre justement le passage de l'air entre une pièce sèche et une pièce humide. Donc voilà, il y a tout un aspect important pour que un appartement qui est sain doit être bien ventilé. Ça, c'est une règle. D'accord.
Alors, on va revenir un peu sur les répartiteurs parce que bon, on a quand même pas mal de questions. Notamment, alors je sais plus qui c'était, j'ai pas noté le nom, mais qui nous demandait en fait combien il fallait avoir de compteurs et de répartiteurs pour individualiser les charges de chauffage en copropriété. Combien il faut en installer? Alors, en fait, je dirais la réponse est relativement simple, hein. Je veux dire, chaque radiateur dans les parties privatives doit être équipé d'un répartiteur de frais de chauffage, sauf si, effectivement, pour des raisons d'accessibilité, par exemple, sa pose n'est pas possible. Euh, Sachant que ben voilà, chacun connaît à peu près, enfin voilà, exactement ou approximativement le nombre de répartiteurs, enfin le nombre de radiateurs plutôt dans son logement. Et donc, en fait, c'est très facile à en estimer la quantité. D'accord. Je pense que la question derrière, effectivement, ça va pas simplement être c'est en termes de coût ce que ça peut représenter derrière, Oui, effectivement. c'est souvent cette question qu'on Oui, pose voilà, après, voilà. on est bien d'accord. Exactement. Donc, on compte combien on a de radiateurs chez soi et après, on se dit, ah, mais alors, combien ça va me coûter? Voilà, donc en fait, ça va dépendre effectivement de la quantité globale de l'immeuble, puisqu'en fait, on est bien d'accord qu'il faut équiper l'ensemble des logements l'ensemble des logements qui sont équipés du chauffage collectif. Mais voilà, pour donner un ordre de grandeur, on va être quelque chose qui va tourner en fonction de la quantité entre l'ordre de 7 ou 8 euros par an et par répartiteur. Si vous comptez la moyenne nationale, c'est 4 radiateurs et demi en France. Donc, vous voyez, ça fait un budget qui n'est pas forcément énorme, mais qui est à mettre en relation avec effectivement les charges de chauffage ou l'augmentation du coût de l'énergie ces derniers mois. Exactement. Qu'est-ce que j'avais noté? Alors, peut-être les étapes clés de la mise en place de l'individualisation dans les copropriétés. Donc, par rapport à un vote en AG, ensuite, peut-être une planification de l'installation, ensuite des relevés, des consommations. Comment ça se met en place? Ça s'articule? Voilà, c'est ça s'articule, exactement. Parfait. Très bien. Donc, effectivement, à partir du moment du vote des travaux en AG, on peut raisonnablement estimer aussi qu'il y a eu des travaux préalables qui ont été votés, notamment qu'on a évoqué avant, hein, notamment les embouages et l'équilibrage, puisqu'en fait, ce sont quand même des préalables. Et j'insisterai également sur la pose de robinet thermostatique si la copropriété n'en est pas équipée. Donc là, en fait, après effectivement donc ce vote, il y a une visite technique qui est réalisée pour vérifier effectivement l'adéquation. Mais je veux dire, normalement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Enfin, il ne devrait pas y avoir de souci à ce niveau-là. Il y a une planification qui est effectuée avec donc un affichage qui est mis en place pour prévenir les occupants de notre passage. Donc généralement 15 jours avant pour permettre à tout à chacun de s'organiser. La pose des répartiteurs en eux-mêmes avec donc effectivement le relevé petit a des corps de chauffe, donc des radiateurs, et également si ça a été demandé, je veux dire le relevé de l'emplacement en fait du radiateur dans le bâtiment pour effectivement calculer les fameux coefficients de pondération thermique. Et ensuite, il y a une chose importante, c'est également la mise en place une fois que les répartiteurs sont installés, ou les compteurs d'énergie thermique également d'ailleurs, la mise en place du système de réseau fixe, donc en fait du télérelevé, puisque la loi oblige l'ensemble de ces équipements, que ce soit compteur d'énergie thermique, répartiteur de frais de chauffage, mais également compteur d'eau chaude individuel, d'être télérelevés, avec l'objectif derrière que les occupants soient en mesure en fait de vérifier leur consommation, de consulter leur consommation individuelle sur un portail dédié. Consommation qui, dans l'absolu, pourrait être quotidienne. Ok, parfait. Alors, j'ai une petite question par rapport à la digitalisation, par rapport à l'innovation. Puisque chacun dans vos domaines, il y a des plateformes où on va pouvoir retrouver sa consommation. Il y a aussi chez les chauffagistes des moyens des alertes pour suivre à distance les consommations et pouvoir intervenir à tout moment sur la chaufferie dès que c'est nécessaire. Donc c'est vrai que
les métiers ont changé aussi et on est vraiment sur du temps réel, c'est-à-dire qu'on peut intervenir à tout moment. Et ça permet aussi d'éviter de se déplacer, ça permet aussi de gagner en temps et de réaliser des économies sur les contrats de maintenance. Puisqu'on est dans les économies, est-ce que Giovanni veut nous parler un petit peu de ça? Et puis je crois que Benjamin aussi, au niveau de ce que vous mettez en œuvre pour justement faciliter aussi le travail des techniciens. Alors nous, on a développé un système en interne, c'est-à-dire que on achète des boîtiers nus et on met le logiciel qui correspond à la chaufferie que l'on va superviser. L'avantage du système, c'est que c'est un système totalement ouvert et qui permet d'être en adéquation avec l'installation propre de l'immeuble. Donc, ça nous permet de contrôler le fonctionnement de la chaudière, de contrôler les circuits de chauffage, production d'eau chaude, relever des compteurs gaz, relever des compteurs d'eau, enfin vraiment tout ce qui est lié, tous les matériels qui sont en chaufferie, d'être alerté en cas de défaillance. Donc chaque technicien sur son smartphone a déjà l'alerte. Et puis ça lui permet aussi, puisque chaque appareil a un widget de correspondance qui lui permet là aussi de pouvoir intervenir à distance s'il en a l'opportunité en fonction de la typologie de la panne. Pourquoi on est rentré dans ce domaine-là? Parce que dans l'immeuble d'habitat collectif, c'est très peu développé, il faut le reconnaître. Et puis, je dirais, d'abord parce que la chaufferie représente quand même une des dépenses les plus importantes de la copropriété et elle nécessite une surveillance accrue. C'est pour ça que moi, je prône, on parlait des contrats tout à l'heure, je dis il faut plus raisonner comme on raisonnait dans le temps avec une visite mensuelle, on supervisait la chaufferie, on repartait. Aujourd'hui, les chaufferies doivent être surveillées, je dirais quasiment 24 heures sur 24, mais on ne peut pas avoir un technicien à demeure dans la chaufferie, sinon autant de contrats, autant d'individus. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il faut avoir une supervision au quotidien de la chaufferie. Je prends pour exemple quelque chose de très simple, d'abord parce qu'on a une circulation à Paris détestable, on a des problèmes de stationnement, le déplacement coûte cher, bon voilà, enfin ça déjà on peut occulter ces dépenses-là. Et l'avantage aussi d'avoir une supervision, c'est par exemple, là on a vécu une période assez difficile, c'est-à-dire qu'en septembre, tout le monde voulait mettre les curseurs de consigne à 19 degrés. Et puis, dès qu'il y a eu une vague de froid, on nous a demandé de remonter le curseur de la consigne à 20 degrés, voire 21. Donc, tout ça nécessite des déplacements et pour avoir une action sur une régulation, alors qu'on pourrait le faire à distance très simplement, immédiatement. Donc, il n'y a plus le temps d'attente. Et les économies, elles se réalisent là. Donc, c'est une réflexion que moi, je porte aussi bien à la profession qu'auprès de nos clients, c'est de dire la chaufferie connectée, c'est pas pour 2025, 2030, c'est maintenant. Ouais, c'est vraiment très intéressant. On en avait déjà parlé ensemble. Et je pense que c'est quelque chose qui a du sens et qui est utile à la fois pour le métier et qui a de l'intérêt au niveau économique aussi pour le suivi et le coût de la maintenance en copropriété. Benjamin, alors j'avais noté que vous aviez… Je suis tout à fait d'accord avec mon confrère. Il est plus qu'urgent de mettre en avant des solutions digitales et connectées auprès des copropriétés. Qui dit évolution de technologie dans nos métiers, il faut que ça profite d'une part à l'occupant, cette évolution, mais ça doit aussi permettre à nous, utilisateurs, nous, sociétés de chauffage, de maîtriser en temps réel notre installation. Donc, comme le disait mon confrère, 24 heures sur 24. Et en fait, on le voit, même quand on arrive à connecter, à mettre des interfaces à distance, piloter à distance nos équipements, maîtriser les consommations à travers des sondes de température ambiante dans les logements,
mettre des téléalarmes, des télésurveillances, visualiser en temps réel les installations, on peut aller jusqu'à aller moins 15, moins 20% d'économie d'énergie. Et quand on prend le prix du mégawattheure, mine de rien, économie 15%, c'est pas neutre. Et ça va permettre, et en fait, il faut presque profiter maintenant de cet outil, parce que plus vous avez le prix de l'énergie qui est haut, et plus votre temps de retour sur l'investissement de la mise en place de cet équipement est moindre. Exactement. Donc c'est vraiment intéressant. Alors c'est l'avenir, mais c'est pas l'avenir, c'est le présent. Donc pour Fulgoni, c'est le présent, hein. Ça c'est clair, hein. C'est déjà en place. Hein. Mais comme il disait, c'est pas 2023, c'est pas 2023, c'est pas 2024, c'est maintenant. Et moi, je le vois à travers, par exemple, les bailleurs sociaux ou les collectivités locales et territoriales, ils le mettent en œuvre. Parce que, et surtout les collectivités locales, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le bouclier tarifaire. Et aujourd'hui, la copropriété, mine de rien, bénéficie du bouclier tarifaire. Donc, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que la copropriété souscrit des contrats à 154 € du mégawattheure, mais c'est pas le prix payé. En fait, ils ont un contrat avec un prix qu'ils payent pas. Au juste prix, enfin, pas forcément le juste prix, mais en tout cas au prix signé par les prises par les mesures de l'État. Donc en fait, il faut vraiment pouvoir interagir le plus efficacement possible, le plus rapidement possible, et c'est vraiment en connectant nos chaufferies et connecter les logements pour vraiment ne plus être aveugle des températures de l'immeuble. Ok, donc ça voilà, on est parti un peu dans la prospective aussi pour montrer que le métier est vigilant, essaye d'apporter aussi de l'innovation et des nouveaux usages. Donc c'est important aussi de se renouveler et d'offrir de nouveaux services aussi aux clients. Ce que je vais demander à chacun, c'est comme je le fais toujours, le petit mot de la fin, la conclusion. Si vous avez oublié de dire quelque chose, c'est maintenant, c'est le moment. Et puis, une fois que tout le monde aura pu s'exprimer, on clôturera cette session. Voilà, donc qui veut commencer sa conclusion? Peut-être voilà, Patrick Eric, le duo. Oui, ici même. Voilà. Alors, petit mot de la fin, conclusion. Oui, alors, éventuellement, un petit conseil général à tous ceux qui nous écoutent. S'ils font une démarche pour s'inquiéter, se renseigner sur leur chauffage, c'est une bonne démarche. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut voir le problème dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement sur la production de chaleur, c'est-à-dire un remplacement de la chaudière par une chaudière au granule ou par une PAC, mais voir également son problème, comme disaient mes collègues et mes confrères, le problème de la distribution de cette chaleur et le problème de l'émission et de sa régulation. C'est-à-dire que le rendement d'une installation, c'est une multiplication de rendement. Et s'il y a de l'argent à investir, il ne faut pas tout mettre que dans la production. Mettons un peu moins dans la production, mais répartissons l'argent équitablement entre la distribution. Est-ce que les réseaux sont bien isolés? Est-ce qu'ils sont bien désemboués? La régulation ou le comptage est important. Donc, j'ai une enveloppe et on répartit. Et on ne met pas tout sur une seule chose. Ça n'a pas d'intérêt. D'accord? Il ne faut rien négliger et il faut voir son système de chauffage dans sa globalité. Voilà. Et ça, j'espère Eric pour sa conclusion. Juste pour conclure, et on en revient au début de la conversation, tout commence par le début. Et si ça commence par le début, c'est de mettre à plat le tout, faire un résumé de ce qu'on a et là où on veut arriver. Et surtout, se servir des aides. L'État aide beaucoup, les C2E, MaPrimeRénov'. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Même pour les audits, il y a des aides, des coachs copro. C'est-à-dire qu'il faut y aller. Et c'est maintenant qu'il faut y aller. Il ne faut pas attendre dans 2, 3, 4 ans, 5 ans. C'est maintenant qu'il faut. Alors, c'est vrai que les syndics de copro sont un peu frileux pour engager des travaux. Ils se retrouvent avec des charges énormes par rapport aux augmentations de gaz et tout. Mais il faut prendre le taureau par les cornes et agir maintenant. Et justement,
on parle d'augmentation de charges par rapport au gaz qui augmente, mais réfléchissons aux économies qu'on peut réaliser en enveloppant son immeuble correctement, en changeant sa chaudière si c'est nécessaire de la changer. L'isolation, bien sûr, mais c'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe et c'est tout le reste à part le chauffage. Donc, il faut vraiment y aller et commencer par le début. L'audit énergétique, je reviens, c'est pas là-dessus qu'on gagne, mais c'est là-dessus qu'on va gagner sur la suite. Voilà, pour Voilà, l'instant. donc là, pour le coup, c'est plus un coût, c'est un investissement, Eric. Hein, c'est un investissement. Hein, voilà, donc on construit pour l'avenir et aussi pour son confort. Et effectivement, on peut se faire aider. Donc, il faut en profiter. Je ne sais pas si ça va durer. Donc, voilà. Hein, et donc, vous êtes bien placé pour connaître toutes ces astuces un petit peu et puis donner des conseils aussi aux copropriétaires pour. Parce que les aides sont volatiles. C'est pas sur une durée illimitée, quoi. Non. Voilà, on nous donne un temps et voilà, il faut y aller. Après, c'est trop tard. Il y a certains syndics de copro, certains copropriétaires qui regrettent de ne pas avoir utilisé les gratuités qu'on avait auparavant, qui n'existent plus aujourd'hui. Donc là, faut y aller. Exactement. Alors, c'était pas le sujet du financement aujourd'hui, mais on en reparlera parce qu'on a régulièrement des sujets sur le financement, donc ça sera intéressant de voir ce volet-là qui est primordial. Merci beaucoup, Eric. Alors, petite conclusion de Tribatech. Alors, Nathalie, on l'a pas beaucoup entendue. Peut-être qu'elle a donc sur la conclusion, on va peut-être dire quelque chose pour compléter ce qui a été dit. Ah, le micro. J'avais l'intention effectivement de conclure. En fait, ce qui est important dans l'individualisation des répertoires du chauffage, c'est surtout l'équité déjà dans une copropriété. Et puis, ce qui a été contacté et c'est ce qui a été constaté et vraiment par des organismes, c'est qu'il y a une économie sur la copro de 12 à 15% dès la première année, du fait que les gens soient sensibilisés en fait à leur consommation individuelle, ce qui n'est pas le cas quand c'est une répartition au tantième. Donc, d'où l'intérêt en tous les cas d'individualiser même avec des produits qui sont très, très, très fiables, contrairement aux polémiques qu'on peut avoir aujourd'hui, qui sont les répartiteurs de frais de chauffage. Voilà. Ah bah, merci Nathalie. Oui, bah, c'est important de le rappeler, effectivement. Petit mot de la fin de Philippe. Ah, micro. J'arrive. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Effectivement, comme l'a répété Nathalie, je veux dire, l'individualisation est effectivement quelque chose qui est important, qui fait partie d'une démarche globale en fait d'économie d'énergie. Hein, je veux dire, c'est clair. On passe effectivement par l'optimisation de la production, par l'enveloppe, l'amélioration de l'enveloppe, de la distribution. Et en fin de compte, en finalité, ou pas en finalité, mais je veux dire, au bout de la chaîne, effectivement, il y a l'occupant qui va être sensibilisé ou non à sa consommation. Je pense que tout le monde l'est actuellement. Je dirais que l'exemple à prendre, c'est peut-être nos voisins européens, je veux dire, qui ont fait du comptage, notamment du chauffage, vraiment leur cheval de bataille, avec des réglementations qui sont encore nettement plus strictes que celles qui existent en France. Et en fait, je pense que c'est tout l'avenir, effectivement, de notre consommation propre qui va en dépendre. Et voilà, donc continuons à avancer dans ce sens-là. Bah, merci, effectivement. De toute façon, c'est la loi qui nous incite à le faire et sur des fondements qui sont justifiés et avec des économies qui sont réelles. Donc on incite tout le monde à s'y mettre. Alors peut-être Benjamin et Giovanni pour ce mot de la fin. Benjamin. C'est ça. La petite conclusion pour les sociétés de prestation de services, d'exploitation et de maintenance. Non, mais petite conclusion, vraiment, j'invite et je conseille vivement à nos copropriétaires de s'entourer de sociétés compétentes, de souscrire à des contrats d'exploitation qui répondent parfaitement à leurs usages et à leurs besoins. Associer à cela des solutions digitales et connectées, ne pas hésiter à rencontrer son chauffagiste, car le chauffagiste, le syndic, le conseil syndical, on a toutes les capacités collectivement à trouver des pistes d'amélioration énergétique. Exactement. Merci Benjamin. Et puis Merci pour finir, Giovanni, voilà.
hop, conclusion. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je partage bien évidemment. C'est bien d'avoir souligné, Benjamin, le fait de reconsidérer un peu le chauffagiste comme un sachant quand même. Hein. On a perdu un peu cette notoriété, nous, parce que des bureaux d'études se sont intégrés, etc. Mais on est quand même les sachants et on est présent dans le… Je dirais que s'il faut attirer l'attention, les économies, c'est pas que sur le plan financier. C'est pas parce qu'on aura un contrat moins cher qu'on va faire des économies. C'est pas parce qu'on va avoir une installation low cost qu'on va faire des économies. C'est pas ça du tout. Ce qu'il faut, c'est une installation performante. Donc, elle a un coût, cette installation. Mais le retour sur investissement est très rapide parce qu'aujourd'hui, l'énergie coûte cher. Donc, et c'est tout ça qu'il faut voir. Et si je dois juste donner un exemple, les meilleures solutions qu'on a pu apporter aujourd'hui dans les immeubles que nous exploitons, c'est quand il y a eu une vraie discussion entre le conseil syndical, même l'assemblée générale, hein, quand les gens sont proactifs, eh bien, le conseil syndical, le syndic, l'entreprise, voire même le bureau d'études, quand il y a vraiment une réflexion profonde, c'est là qu'on réalise les plus grandes économies. Nous, le dernier exemple en date, on a fait réaliser à une copropriété 44% d'économies sur l'énergie, c'est pas rien, parce que justement, on a monté un projet ensemble, on a fait un accompagnement ensemble, et ça, c'est le fruit de la réussite. Bah, ça, c'est formidable. J'aimerais bien qu'on puisse en reparler ensemble parce que ça serait intéressant de partager ça, cette expérience, ce retour d'expérience avec d'autres copropriétés. Donc, voir un petit peu quelle était la réflexion et le projet que vous avez pu mettre en œuvre. Oui, effectivement, ça vaudrait la peine de revenir là-dessus. Bon, alors évidemment, on n'a pas pu répondre à tout. Et on en est désolé, donc on essaiera de faire au mieux pour essayer quand même de reprendre ces questions et de les transmettre à nos experts. On espère que ça vous a plu. C'était dense hein, parce qu'il y avait beaucoup de sujets à traiter et il y avait aussi beaucoup d'intervenants. Et on a fait ce qu'on a pu. J'espère qu'on a couvert un petit peu de tout et c'était le but. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on va clôturer. Alors, j'avais commencé un peu en retard et je finis un peu en retard. Ça, c'est pas toujours facile le timing. Mais bon, merci d'être resté jusqu'au bout. Et puis, on vous dit à très bientôt pour d'autres rendez-vous. Et vous retrouverez bien sûr tous nos partenaires et les entreprises présentes ce soir dans les pages de monimmeuble.com avec leur actualité et leur page dédiée. Donc voilà, vous serez au courant de toute leur actualité au fil de l'eau et toute l'année. Donc merci à vous tous hein, pour ces conseils et surtout les réponses précises à toutes ces questions et puis votre savoir-faire que vous avez partagé avec nos lecteurs et abonnés ce soir, du temps que vous nous avez consacré. Merci beaucoup et puis je vous dis à très bientôt dans les pages de monimmeuble.com.